Alors, je vais prendre la suite d'Emmanuel. Je me présente, Arnaud Braillard. Je suis chargé de recherche au CNRS, donc collaborateur de biogéosciences à Dijon. Alors, basiquement, je suis un ornithologue biostratigraphe, mais mon cœur de métier, en fait, depuis presque toujours, c'est d'explorer les paradigmes autour des extinctions de masse, notamment autour de l'extinction de masse Permien-Trias, et surtout pendant la période de rediversification qui suit. On va voir là très rapidement quelques-uns des résultats issus de nos derniers travaux qui s'intéressent donc à cette période de rediversification un petit peu particulière au cours du Trias inférieur. Alors, on en a touché deux mots ce matin et avec Emmanuel. Donc il y a eu plusieurs extinctions de masse au cours du Phanérozoïque. Donc c'est la courbe qu'ils vous ont déjà montré tout au long de la matinée. L'extinction de masse du Permien-Trias, il y a une date à retenir, c'est en gros il y a 250 millions d'années. Et puis c'est la plus sévère que l'on connaisse donc, au cours de ce Phanérozoïque, puisqu'elle voit la disparition d'un petit peu plus de 90% des espèces marines, grosso modo. Et surtout, en fait, elle voit la disparition des organismes typiques du Paléozoïque, donc durant les 250 premiers millions d'années du Phanérozoïque, 540 à 250 millions d'années. Donc c'est des organismes typiquement comme les trilobites, les coraux-rugueux-tabulés, ou bien encore certains foraminifères fusionnés. Et puis, surtout, cette extinction de masse Permien-Trias, c'est un intervalle clé en fait dans l'histoire de la vie, puisque c'est l'événement à partir duquel vont se mettre en place tous les organismes et tous les écosystèmes qui vont conduire à ceux que l'on connaît actuellement. Donc quelque chose de très important. Et puis jusqu'à très récemment, dû à la magnitude de l'extinction, 90% de disparition chez les espèces marines, eh bien, on pensait que le temps de récupération, de diversification, c'est synonyme, eh bien, prenait énormément de temps, 5, 10, voire 50 millions d'années, suivant certains collègues. Et je vais vous montrer que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, très rapidement, là aussi, je ne vais pas vous parler de toutes les causes potentielles qui ont été émises pour cette extinction de masse, mais j'aime bien montrer ce petit schéma, ce petit dessin en fait, qui a fait la couverture Nature, alors, le Nature anglais, pas BFC Nature, mais... bravo qui a fait donc la couverture Nature en 2007, mais qui résume tout ce qui a été proposé pour cette extinction de masse. Donc vous voyez, ça va de l'impact météoritique jusqu'à l'empoisonnement plus ou moins global des océans. Mais aujourd'hui, en fait, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut aller regarder du côté des éruptions massives des trappes de Sibérie, qui auraient engendré un relargage, là aussi massif, de gaz à effet de serre, et du coup, un réchauffement relativement marqué. Et c'est vrai que si on regarde les derniers enregistrements isotopiques, on aurait, sur la limite Permien-Trias, un réchauffement de l'ordre de 8 degrés en domaine intertropical, ce qui est relativement important. Et si vous regardez un petit peu les dernières estimations, les dernières simulations du GIEC sur les siècles à venir, si on continue comme ça, c'est à peu près les températures aussi qu'on va atteindre. Donc on a un certain analogue que l'on peut regarder. Alors, si on discute avec certains de mes collègues et qu'on leur demande eh bien, qu'est-ce qui se passe après cette extinction de masse et qu'est-ce que vous pensez du Trias inférieur, ben, voilà un petit peu l'image du Trias inférieur. Une terre complètement dévastée, quasi désertique ou pas grand-chose a survécu. Et puis, le raisonnement circulaire qui était fait, c'est comme il n'y a pas grand-chose qui a survécu, ça ne sert pas à grand-chose d'aller voir ce qu'il y a après l'extinction de masse, puisqu'il n'y a pas grand-chose à trouver. Sauf que, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors, si on regarde ce qui se passe cette fois-ci après l'extinction de masse, la limite Permien-Trias est en bas sur cette échelle chronostratigraphique. Vous avez les subdivisions du Trias inférieur, alors en 4 sous-étages, peu importe. Eh bien, c'est assez facile de constater qu'en fait, cet intervalle de temps, qui dure à peu près 5 millions d'années, eh bien, c'est une succession de fluctuations environnementales relativement marquées, comme en témoignent, si vous voulez, les courbes sur les isotopes du carbone, ou bien encore de l'oxygène. Vous avez la courbe du carbone qui représente les fluctuations tout simplement de ce cycle du carbone, et puis à droite, là, les fluctuations de température. Donc, vous voyez que ça fluctue beaucoup au cours de ces 5 millions d'années. Et puis, du coup, en voyant ces fluctuations, il y a pas mal de collègues qui ont associé ces dernières en fait, à un scénario où la rediversification après l'extinction était extrêmement lente et retardée. Mais ce que ces courbes nous disent tout de suite, c'est que finalement, ce Trias inférieur, ce n'est pas un intervalle qui est complètement monotone, il y a beaucoup de choses qui s'y passent déjà d'un point de vue environnemental. Et puis, aujourd'hui, on sait aussi qu'à l'intérieur de ce Trias inférieur, il y a eu plusieurs phénomènes successifs d'extinction-radiation dans ces 5 millions d'années, dont un relativement énigmatique vers la limite smithien-spatien. Vous voyez légèrement en rouge. Et en termes d'intensité, aujourd'hui, pour certains groupes, on sait que cet événement rivalise même avec l'extinction de masse Permien-Trias. Donc quelque chose que l'on mettrait presque dans ces fameuses 5 extinctions de masse à la place du...
Alors, associé en fait à ce scénario d'écocide global, en fait, il y a plusieurs autres paradigmes qui ont été admis pour le Trias inférieur. Alors, vous pourrez les retrouver pour d'autres extinctions de masse. On aurait eu une anoxie-oxynie plus ou moins généralisée et récurrente au cours de ce Trias inférieur. Alors, donc un empoisonnement, on va dire, des océans. On aurait aussi la prolifération de faciès que l'on dit anachroniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est essentiellement des faciès microbiens qui ressemblent de beaucoup à ce qu'on peut trouver au Cambro-Ordovicien ou même au Précambrien. On aurait eu aussi des proliférations de taxons qu'on dit désastres. Alors ça, c'est essentiellement des opportunistes et des généralistes qui se mettent à brièvement proliférer et qui vont vite disparaître après. Et puis aussi, on aurait eu surtout l'absence de ce qu'on appelle un reef gap. Alors là, c'est l'absence de récifs à métazoaires, typiquement à coraux ou à éponges. On aurait eu aussi l'absence de dépôts siliceux. Alors, bon, c'est soit par précipitation chimique, soit des producteurs qui utilisent la silice, notamment éponges radiolaires par exemple. Et puis on a aussi absence de dépôts de charbon ou de tourbières. Donc vous voyez des bouleversements écologiques globaux relativement importants. Et puis aussi, dernier phénomène, on aurait assisté à une réduction drastique de la taille des organismes du Trias inférieur. Et c'est un phénomène qu'on appelle effet Lilliput. Alors, depuis un certain nombre d'années, avec notre équipe, on essaie de tester la validité de ces différents paradigmes, notamment après cette extinction de masse Permien-Trias, et puis, s'ils sont valides, de voir à quelle échelle spatio-temporelle. Alors, j'ai choisi de vous montrer 3 exemples qui remettent un petit peu en cause ces paradigmes. Alors, très rapidement, on a ouvert tout d'abord le débat sur la vitesse de la rediversification en elle-même. On a affaire à la plus forte des extinctions de masse. Eh bien, en fait, la rediversification, pour certains groupes nectopélagiques, comme les ammonoïdes qui vous sont illustrés là, en fait, cette rediversification a été extrêmement rapide. Donc ce graphique-là, en fait, vous regardez que la courbe en noir, en gras, en fait, ça vous illustre la diversité générique, donc le nombre de genres des ammonoïdes depuis la fin du Carbonifère à gauche jusqu'à la fin du Trias à droite. La limite Permien-Trias est au centre, et en fait, c'est assez facile de constater en fait, que ces ammonoïdes ont atteint des niveaux de diversité très largement supérieurs à ceux qui existaient au cours du Permien, en seulement 1 million, 1,5 million d'années. Donc contredisant l'idée d'une rediversification extrêmement lente pour tous les organismes du Trias inférieur, ce qui prévalait jusque-là. Ce schéma de rediversification est plus ou moins similaire pour d'autres groupes comme les conodontes, même s'ils subissent la crise d'une façon différente. Et puis aussi, par exemple, pour les poissons, qui vont très vite se diversifier après l'extinction de masse Permien-Trias, et surtout, ça va être le moment à partir duquel les poissons osseux vont prendre le pas sur les poissons cartilagineux. Et puis, ça va être le moment aussi où il va y avoir la mise en place de nouveaux modes de locomotion, par exemple les poissons volants, ou de nutrition. Alors, deuxième contre-exemple à ces paradigmes sur cette rediversification du Trias inférieur, cette fois-ci sur l'effet Lilliput, cette fameuse réduction de taille des organismes du Trias inférieur. Nos travaux nous ont conduit à explorer beaucoup le bassin ouest américain. Alors aujourd'hui, ça couvre essentiellement l'Utah, l'Idaho et une partie du Nevada. Et en fait, lors de nos explorations de terrain, en fait, on a découvert de très nombreux spécimens de gastéropodes de grande taille. Vous en avez quelques-uns illustrés là. Vous voyez, ça couvre des groupes très différents parmi ces gastéropodes qui font jusqu'à 10-11 cm. Alors comme ça ne vous dit rien, mais 10-11 cm pour des gastéropodes du Trias inférieur, ça excède de beaucoup la limite qui était couramment admise jusque-là, puis qui tournait autour de 1-2 cm. Et puis, avec l'aide de collègues étrangers, on a pu mettre en évidence en fait, que ces gastéropodes de grande taille, ils revenaient extrêmement rapidement après cette extinction de masse, et surtout, ils avaient une large distribution géographique. Donc, du coup, premier résultat, finalement, un effet Lilliput, là aussi, pour tous les organismes du Trias inférieur, ça ne marche pas. Et puis, surtout, si on regarde cet effet Lilliput pour les gastéropodes, eh bien, il devient indémontrable. Et puis surtout, ça veut dire qu'il résulte vraisemblablement d'un biais d'échantillonnage relativement marqué, biais d'échantillonnage qui est sans doute valable pour d'autres groupes que les gastéropodes. Alors là, je vous montre des gastéropodes relativement bien préservés, c'est facile à identifier. Mais quand vous allez sur le terrain, vous voyez que la préservation de ces gastéropodes de grande taille est relativement variable. Parfois, on les devine à peine dans les niveaux étudiés. Là, c'est exactement dans la même coupe dans le sud de l'Utah, et vous voyez que d'un niveau à l'autre, il peut y avoir des préservations différentes. Ce problème de préservation peut expliquer aussi en partie le fait qu'on ait raté ces gastéropodes de grande taille jusqu'à très récemment. Alors, dernier contre-exemple paradigme donc, sur cette rediversification de Trias inférieur, cette fois-ci qui a trait donc, à l'absence de récifs métazoaires sur cet intervalle de temps, toujours dans le bassin ouest américain, au cours de nos explorations. On a pu découvrir en fait, de nombreuses bioaccumulations, mais surtout de bioconstructions,
notamment avec des formes, des consortiums très variés, microbes éponges, microbes bivalves éponges, des choses qui n'étaient pas connues jusque-là, mais qui montrent que ces récifs à métazoaires ont perduré durant tout cet intervalle de temps, alors vraisemblablement là où les conditions environnementales devaient être plus ou moins favorables à leur formation. Alors vous avez quelques exemples de ces bioconstructions en photo, avec notamment des éponges siliceuses très classiques, comme on peut trouver dans plein d'autres intervalles de temps, ou comme on peut en trouver aujourd'hui, qui faisaient partie de ces bioconstructions. Des choses en bas à gauche, un petit peu plus particulières, où c'est des bioconstructions qui associent des éponges avec des bivalves, mais tout à fait à droite, des bioconstructions qui pouvaient former quand même un certain relief au-dessus du fond marin, puisque vous voyez, la plus grosse boule en bas fait à peu près 2 mètres de hauteur. Donc des choses quand même relativement conséquentes et qui donc beaucoup contredisent en partie cette absence de récifs à métazoaires sur cet intervalle. Et puis depuis nos découvertes, un certain nombre de collègues ont trouvé le même type de bioconstruction, notamment éponges, microbes, dans d'autres bassins dans le monde, en Arménie, en Iran, en Oman, et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est les petites étoiles qui sont tout à fait en bas, des bioconstructions qui se mettent en place immédiatement en fait après l'extinction de masse. Donc ça, c'est relativement intéressant. Seul petit problème que l'on a encore aujourd'hui pour ce reef gap, cette absence de récif à métazoaires, on n'a pas encore trouvé les coraux, on ne sait pas où ils sont passés durant cet intervalle. C'est une des dernières énigmes qui nous reste à résoudre. Alors, si on regarde un petit peu rapidement tous ces résultats, puis qu'on les confronte au modèle classiquement admis pour les rediversifications, où les organismes reviennent petit à petit, les uns après les autres, colonisent chaque niveau trophique les uns après les autres, mais en fait, on s'aperçoit que ces modèles, ils sont en grande partie erronés, voire quasiment, enfin, on va dire, hautement douteux. Voilà. Alors, bien souvent, il faut savoir que ces modèles, ils sont issus d'extrapolations très locales, ce qui fait qu'au global, ça marche mal. Mais surtout, il manque souvent une évaluation assez fine des biais taphonomiques, mais surtout des biais d'échantillonnage qui peuvent déformer les signaux de diversité observés. Alors, pour enfoncer un petit peu le clou sur ce dernier aspect, je vous montre une de nos dernières découvertes les plus marquantes et puis les plus intrigantes aussi dans ces questions de rediversification. Il y a quelques années, on a eu la chance de trouver un gisement à conservation exceptionnel, donc qui regroupe un nombre d'organismes relativement conséquent, très bien préservés, et c'est un écosystème qui n'est pas censé exister à ce moment-là, à cet endroit-là, et avec les organismes qu'il contient. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, pourquoi il n'est pas censé exister? Puisqu'il est daté exactement de cette extinction secondaire, à l'extinction de la fin du Permien. Donc, normalement, il n'est pas censé y avoir grand-chose pendant ce phénomène d'extinction, sauf qu'on va voir que c'est relativement diversifié et complexe. Alors, cet écosystème complexe, il s'appelle le Paris Biota. Alors, pourquoi Paris Biota? Simplement parce qu'il est localisé dans le sud-est de l'Idaho, à côté de la ville de Paris, pas très loin de Montpellier, de Berne, de Genève et de Toulouse. Comme ça, vous avez pu réviser votre géographie. Alors à l'époque, on est dans un bassin épicontinental, une mer peu profonde, quasiment en domaine équatorial. C'est le petit point rouge que vous avez sur la carte paléogéographique. Vous voyez, tous les continents sont réunis en un bloc unique, la Pangée, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là. Donc on est sur quelque chose de particulier, dans un bassin un petit peu cul-de-sac, très peu profond. Alors, quand vous allez sur le terrain, c'est des affleurements qui ne sont pas très impressionnants comme ça. C'est pas très épais. Les plus gros affleurements font une vingtaine de mètres d'épaisseur. C'est ce qu'on appelle des shales carbonatées. Et en fait, c'est des choses qui vont se déliter en plaquettes. Et normalement, ce type-là d'affleurement, c'est très souvent, et surtout à cet endroit-là, considéré comme azoïque. Normalement, il n'y a pas de vie là-dedans. Et en fait, par pur hasard, on s'est mis à regarder ce qu'il y avait dedans. Et en fait, c'est bourré de vie. Alors là, je vous montre simplement un schéma, je vous montrerai les photos des organismes juste après. On y trouve les faunes classiques du Trias inférieur, c'est les petits carrés blancs que vous avez, notamment de l'ammonite, du nautile, vous avez du conodonte, vous avez des brachiopodes, des bivalves, ça c'est des choses classiques qu'on peut trouver pour le Trias inférieur. Il y a toute une partie, c'est toutes les autres couleurs, en fait, qui sont complètement inattendues. Alors inattendues parce que c'est des groupes qu'on pensait exister, puisqu'on avait leurs ancêtres au Permien et puis leurs descendants un petit peu plus tard, donc il fallait forcément qu'ils soient au milieu. Donc on savait qu'ils existaient pour le Trias inférieur, ils n'avaient pas encore été trouvés. Ça va être le cas pour les crinoïdes, les ophures par exemple, et qui sont bien préservés avec tous les éléments en connexion en plus, donc ça c'est sympa. Et puis vous avez tout ce qui est crustacé, avec des crevettes, des homards. Là aussi, on savait qu'ils existaient, mais on ne les avait pas encore trouvés. Puis chose importante aussi, c'est que ces organismes, ils montrent des caractères extrêmement dérivés par rapport à ce qu'on pouvait attendre, on va dire des formes relativement évoluées, ce qui fait que les nœuds de diversification pour tous ces groupes, ça nous permet de les placer beaucoup plus tôt que prévu, en fait, dans nos étages géologiques. Et puis il y a quand même quelques restes vertébrés, il y a aussi des algues, et puis il y a des choses intéressantes comme des coprolites qui contiennent des restes digérés, donc on arrive à savoir dans cet écosystème qui a mangé qui. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et puis
par contre, cet écosystème ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce qu'il y a deux acteurs qui sont complètement inattendus. Le premier, alors c'est ce que vous avez à noir, on va voir des photos après, tout à fait en haut à gauche, avec ses traits blancs, c'est une éponge un petit peu bizarroïde qui est datée du Paléozoïque inférieur, 250 millions d'années d'absence, et qui se met à réapparaître dans cet écosystème. Et puis, c'est ce que vous avez là-bas marqué en haut à droite, 3, vous avez un des premiers représentants des Coléoïdes gladius, alors qu'on pourrait rapprocher des calmars et des sèches actuels, et eux sont censés apparaître que 50 millions d'années plus tard. Donc on a un des premiers représentants 50 millions d'années plus tôt que ce qu'on pensait. Alors c'est bizarre ça. On ne sait pas quel est le rôle de ces organismes qui se mettent à se retrouver dans cet écosystème qui n'est pas censé exister à un moment qui est complètement inopportun. Donc on se pose beaucoup de questions à savoir quelle est en fait la signification de cet écosystème. C'est une exception? Est-ce que c'est la règle? Et du coup on en a raté tout ça dans plein d'autres bassins ou dans plein d'autres localités. Alors, voici un petit peu brut de décoffrage, la préservation de ces organismes, comme on peut les trouver un petit peu sur place. Alors, ce que vous avez plus ou moins en bleu, violet, c'est en fait c'est vu sous UV pour mettre un peu en valeur certains organismes comme les crustacés qui sous UV se voient très bien. Alors, vous avez, je vais vous montrer quelques spécimens d'éponges de ces fameuses éponges un peu bizarroïdes juste après, mais vous voyez que c'est relativement diversifié. Maintenant, on a plusieurs milliers enfin pas plusieurs, on a quelques milliers de spécimens qui viennent de ces gisements, donc des choses relativement abondantes, même par rapport à ceux à quoi on est en droit d'attendre après une extinction. Alors, quelques photos rapidement de cette éponge bizarroïde du Paléozoïque inférieur. Alors, vous voyez que c'est des formes, ça peut faire jusqu'à 15-20 cm de long, hein, donc c'est quand même pas petit. C'est des choses relativement fuselées qui peuvent se torsader. C'est typique aussi du Paléozoïque inférieur, de ces éponges leptomytides. Et puis aussi, je ne sais pas si vous voyez sur la photo C, il y a une petite flèche qui indique un petit cercle. Et bien, ce petit cercle, en fait, c'est un petit brachiopode, tout petit, qui vit de façon épisoaire sur ces éponges. Et ça nous a un peu titillé, parce que c'est une association bizarre pour les éponges. Or, il se trouve que c'est une association que l'on trouve aussi sur ces éponges au Paléozoïque inférieur. Donc non seulement on a l'éponge du Paléozoïque inférieur, mais en plus on a une association qui n'existait aussi qu'au Paléozoïque inférieur. Petit zoom aussi sur ces premiers représentants des Coléoïdes gladius, alors plus ou moins bien préservés, mais on sait, il n'y a aucun doute, on voit très bien aussi les crochets qui appartenaient aux tentacules de ces coléoïdes, vous les voyez plus ou moins en noir, notamment sur le petit diagramme C, mais il n'y a aucun doute, ça fait bien partie du groupe des Coléoïdes gladius, mais 50 millions d'années plus tôt qu'attendu. Alors, ce qu'il y a de bien avec les gisements à conservation exceptionnelle, c'est qu'on a un tout petit peu d'argent pour aller étudier leur préservation et puis utiliser des méthodes de pointe pour en apprendre un peu plus sur ces organismes. Alors en collaboration là, depuis 2-3 ans avec le laboratoire Ipanema à Saclay, ils nous permettent d'utiliser le rayonnement synchrotron et notamment d'utiliser une nouvelle méthode qui s'appelle la microfluorescence à rayons X. Donc ils ont des faisceaux de très haute énergie qui nous permettent d'avoir des rayons X très concentrés et de pouvoir pénétrer en fait un petit peu dans la matrice sédimentaire qui contient ces fossiles. Et ça nous permet en fait d'aller voir à l'intérieur de la roche. Alors voir quoi? Alors, dans ce cas-là, là où vous avez les flèches, mais en fait, c'est des caractères anatomiques que l'on ne voit pas à l'œil nu. Donc ça nous permet de mieux caractériser ces organismes, de mieux pouvoir les classifier, par exemple, et puis surtout, d'un point de vue très d'histoire de vie, de mieux les connaître. Et puis aussi, dans certains autres cas, ça nous permet, comme dans le cas de certains crustacés, carrément de les voir alors que notre œil ne les voit pas. Donc ça nous permet là aussi de compléter un petit peu, d'avoir une vision un peu plus nette de l'abondance de ces organismes dans ces gisements. Alors, quand je parle de mettre aussi en valeur certains caractères anatomiques, c'est le cas par exemple pour les crustacés où les flèches blanches là, vous montrent par exemple le tube digestif. Vous voyez ce petit trait jaune là, qui en fait c'est le tube digestif de la crevette. Alors, synchrotron, mais aussi on est en train de développer par exemple des méthodes d'imagerie multispectrale. Alors c'est quoi? C'est tout simplement coupler différentes illuminations, détections, c'est-à-dire qu'on va éclairer en UV, aller voir ce que ça donne en infrarouge, ou éclairer en lumière visible, voir en UV, enfin voilà, tester toutes les combinaisons possibles d'illumination-détection. Et bien ça a plusieurs avantages. Si vous regardez l'image A, que vous comparez à B, en fait, vous voyez que soudainement, des crevettes apparaissent. En fait, vous voyez qu'une partie de la diversité nous est en grande partie cachée dans ces gisements. Alors ça pose de nombreuses questions, parce que ça veut dire que qu'est-ce qu'on rate dans les autres gisements? Est-ce qu'on ne ferait pas bien d'aller regarder avec le même type de technique? Alors, ce n'est pas dit que ça marche aux autres gisements, mais en tout cas, c'est intriguant. Et puis, surtout, là aussi,
en combinaison ces imageries multispectrales sur ces fossiles, ça permet d'aller plus loin dans les contrastes et de voir plus finement en fait, certains caractères. Ici, c'est sur les crevettes de ce gisement-là. Et vous voyez en D le résultat de ces imageries multispectrales. C'est beaucoup mieux que ce qu'on peut obtenir en fait, tout simplement sous microscope. Et là aussi, du coup, d'affiner nos connaissances sur ces organismes. Alors, pour terminer rapidement, donc, ce que l'on sait finalement, alors, issu de ce type de gisement, tout simplement, c'est que généralement, on a des écosystèmes qui peuvent être beaucoup plus diversifiés et complexes rapidement après l'extinction, beaucoup plus que ce qui pourrait être attendu. On a, dans notre cas-là, des acteurs qui participent à cet écosystème. On ne sait pas ce qu'ils font là, on ne connaît pas leur rôle, on est en train de travailler dessus, c'est assez intriguant. Et puis surtout, c'est un écosystème comme celui-ci qui n'est pas censé être présent à ce moment-là. Donc là aussi, c'est aussi intriguant. Dans tous les cas, de façon plus globale, c'est que pour ce trias inférieur et cette rediversification, ça montre que le registre fossile est encore très mal connu et qu'il faut encore travailler avant de pouvoir éventuellement proposer des modèles de rediversification. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des groupes qui se rediversifient relativement vite. Et puis surtout, ça nous montre que ce trias inférieur, ça nous conforte en tout cas dans l'idée qu'il est vraiment clé dans la mise en place de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque la plupart des organismes que l'on va retrouver vont montrer des caractères relativement avancés, et nous indiquant que les nœuds de diversification sont faits à ce moment-là, voire même avant. Voilà, je vais m'arrêter là. Okay. Place aux questions, aux commentaires. Oui. Tu as préparé avant, toi. Donc, Marie-Charlotte Ancelet, toujours de biogéosciences. Et je n'ai pas préparé. Mais toujours pour remettre un petit peu en lien entre le registre fossile et le registre actuel. En écologie, voilà, pour ce qui se fait aujourd'hui, on sait que si on a un espace vide avec une défaunation ou des grandes perturbations, on va avoir une recolonisation rapide, un petit peu en fonction de ce qu'il y a de disponible. Donc on a une recolonisation qui peut être différente selon les endroits, quoi. Donc là, je voudrais un petit peu savoir si en paléontologie aussi, dans vos registres, on a des diversités qui sont différentes d'un point de vue géographique. Et est-ce que justement, ça ne serait pas sur ces périodes de recolonisation où on pourrait trouver des types de faunes différentes à différents endroits ? Alors, il y a beaucoup de choses à répondre en fait en une seule question. Alors, oui, dans le registre fossile, on sait qu'il y a des endroits qui contiennent une diversité très différente des autres. Alors, typiquement, par exemple, si on prend le cas des ammonoïdes, il y a des gradients latitudinaux extrêmement marqués, ça réagit très fortement aux fluctuations de température. On sait aussi qu'il y a certains bassins où il y a, par exemple, beaucoup plus de faune endémique qu'à d'autres, qui sont dus sans doute à des conditions environnementales particulières. On sait que ces organismes ils réagissent aussi différemment en fonction des fluctuations. Ils ne réagissent pas tous de la même façon, notamment aux extinctions de masse. Alors après, c'est complexe dans cette histoire, mais alors, typiquement, si on prend le cas de l'extinction de masse Permien-Trias et du Trias inférieur, tout n'est pas laissé libre en fait dans cette histoire. Il ne faut vraiment pas voir l'extinction de masse comme toutes les niches sont laissées vacantes, et puis il y en a certains qui vont en profiter et puis se rediversifier après. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Il y a certains organismes, effectivement, comme je parlais des taxons des astres, qui vont se mettre à brièvement proliférer, mais pour la plupart des autres, les descendants vont soit utiliser autre chose, ou vont être remplacés par un autre groupe, mais il n'y a jamais vraiment quelque chose de complètement vacant. Voilà. Ce n'est pas les mêmes fonctionnements, ça c'est sûr et certain, dans les écosystèmes, mais il n'y a jamais vraiment une place libre, si ce n'est pendant ou tout de suite après l'extinction. Oui, donc Bruno David, Muséum, chanté aussi. Et en voyant cette image-là, avec ces magnifiques couleurs très réalistes, je me disais, est-ce qu'on n'a quand même pas une sorte de mélange entre des héritiers du Paléozoïque qui viendraient rencontrer des nouveaux arrivants, en quelque sorte, et qui expliqueraient pour partir cette richesse. Donc ça, c'est pour la dynamique peut-être générale, et qui ferait que cette richesse serait la conjonction
d'ancêtres en quelque sorte, qui auraient passé la limite et qui peut-être s'éteindront dans X temps, et puis de nouveautés. Et puis d'autre part, je voulais plus précisément avoir une question peut-être un petit peu plus spécialisée, un peu plus précise sur les crinoïdes et savoir si ces crinoïdes, justement, ils étaient reliés à des formes paléozoïques directement ou est-ce qu'au contraire, ils annonçaient déjà les formes Trias ultérieures. Alors oui, alors pour ce mix paléozoïque, mésozoïque, effectivement, il y a une partie. On connaît en fait de plus en plus d'organismes paléozoïques qui se retrouvent dans le Trias inférieur. Donc on sait que finalement ce pourcentage d'extinction qu'on met à 90% des espèces marines, en fait il est sans doute un petit peu moindre, puisqu'on attend effectivement, comme disait Emmanuel, on a tendance à éteindre des noms, mais les lignées, elles, on sait maintenant qu'elles passent un petit peu mieux cette extinction que ce qu'on pensait. Alors donc, est-ce que ça explique la diversité dans ce gisement? Vraisemblablement, ces organismes sont ailleurs aussi dans le monde. On ne peut pas l'expliquer que par une exception, cet écosystème. D'ailleurs, un certain nombre de nos collègues maintenant ont trouvé d'autres gisements plus anciens qui ont des organismes un peu similaires en termes de contenu, aussi en termes d'abondance. Donc maintenant, on a tendance à dire que finalement, on avait raté une partie de l'information avant. Donc c'est là-dessus qu'on se dirige. Maintenant, voilà, on a encore du mal à expliquer pourquoi ça anticipe de beaucoup certains organismes qui viendront après, et puis pourquoi il y a ces survivants du Paléozoïque qui se retrouvent à ce moment-là. Parce que typiquement, cette éponge du Paléozoïque inférieur, elle avait disparu pendant 250 millions d'années, elle réapparaît à ce moment-là, et puis après on n'entendra plus jamais parler. Est-ce que c'est l'environnement lui-même? Est-ce qu'elles étaient cachées ailleurs? Elles se mettent, grâce à cette extinction, à revenir à cet endroit-là. Pour l'instant, on n'en est qu'au stade des hypothèses. C'est pas facile à répondre comme ça. C'est vraiment un peu le flou. Alors, par contre, pour ce qui est des crinoïdes, ceux qu'on a étudiés avec Thomas, ils montrent tous des caractères relativement avancés, on va dire, et qu'ils annoncent déjà ce qui va suivre. Voilà. Oui, moi j'aurais une question, mais alors hyper triviale vis-à-vis du paléontologue. Je me souviens qu'on a ces fameuses courbes que vous avez régulièrement montrées de croissance du nombre de groupes, à la fois de phylum, mais aussi de familles, d'espèces, etc., au cours du temps géologique. Et je me souviens de courbes malicieuses qui montraient parallèlement qu'on avait de plus en plus d'affairements disponibles pour les couches les plus récentes et de moins en moins pour les couches les plus anciennes. Bon, je pense qu'on est sorti de ces biais-là, mais si vous pouviez un petit peu nous mettre au goût du jour de ce qu'on peut penser de ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une sorte de biais d'échantillonnage dû à la disponibilité en affleurement. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Il n'y a pas forcément des biais d'échantillonnage. Enfin, l'effort d'échantillonnage, c'est pas forcément le même de partout. Mais il est vrai que plus on va vers le récent, plus on a d'informations, parce que plus il y a de choses préservées. Donc plus on va aller vers l'ancien. Disponible. Il y a la qualité de la préservation, mais aussi les surfaces qui sont disponibles. Alors il y a beaucoup de travaux qui sont faits là, depuis quelques années justement sur qu'est-ce qui est disponible, exploitable, et est-ce qu'il y a un lien avec ces courbes de diversité. Alors les réponses sont très variables suivant les publications. Il y en a qui montrent qu'effectivement il y a une corrélation directe entre ces courbes, typiquement pour le marin, et le nombre d'affleurements et leur surface. C'est discutable puisqu'ils ne sont pas tous travaillés de la même façon aussi. Alors il y a des moyens statistiques de corriger ces biais-là. Bon, c'est une courbe aussi qui est maintenant un peu vieillissante. Il y a des nouvelles courbes qui sont sorties qui ne montrent pas tout à fait la même chose, que l'on sait corriger aussi statistiquement. Mais le fait est que ces extinctions massives, elles subsistent, notamment celle de la fin du Permien. Voilà. Okay. Mais du coup, c'est pas totalement stupide. Ça reste encore une question d'actualité. Il y a forcément une question de préservation, c'est ça. Ok. D'autres questions? Bon, on est dans le profond, hein, géologiquement, bien sûr, mais bon. Ok, écoute, merci beaucoup.